vingtaine d'États se sont déjà prononcés dans les primaires américaines et, comme vous l'avez sûrement remarqué, ces primaires n'ont rien d'habituel avec l'ascension irrésistible du milliardaire Donald Trump, qui mène au sein d'un parti littéralement renversé par cette situation. Et même du côté démocrate, un candidat qui se dit socialiste, Bernie Sanders, est parvenu à faire la vie dure à Hillary Clinton, à qui on avait pourtant prédit une victoire facile. Que se passe-t-il cette année et surtout, que se passera-t-il? Je vais poser ces questions à deux experts qui s'y retrouvent dans les dédales du long et complexe processus d'investiture. Raphaël Jacob, doctorant en sciences politiques à l'Université Temple et chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Martin, professeur de sciences politiques et directeur de la chaire d'études américaines au Cerium et blogueur au Journal de Montréal. Bonjour. Bonjour. Messieurs, Trump et Clinton sont clairement les meneurs au moment où on se parle. Et avant de s'attarder au camp républicain, qui est, je dirais, plus bouleversé et imprévisible que le démocrate, est-ce qu'on peut s'entendre d'abord pour dire que l'affaire est dans le sac pour Hillary Clinton? Pierre Martin. L'affaire est dans le sac, il y a toujours des choses qui peuvent se passer, mais disons que les probabilités de sa victoire sont très élevées. Elle a eu des victoires convaincantes dans un nombre d'États avec beaucoup de délégués. Sanders, comme vous l'avez mentionné, fait mieux que prévu, mais il a, je pense, atteint pas mal le maximum de sa proportion de vote. Je n'ai pas l'impression qu'à moins de révélations choc, à moins d'un événement extérieur qui viendrait vraiment bouleverser la campagne, ce qui n'est pas absolument impossible, mais improbable, Mme Clinton devrait l'emporter assez nettement, mais pas facilement. D'accord. Raphaël Jacob, vous êtes d'accord? Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que ça prendrait l'équivalent d'une bombe nucléaire politique qui tomberait sur la campagne de Mme Clinton, quelque chose du genre des accusations formelles du département de la justice dans toute l'affaire de son serveur privé, ses courriels. Qu'elle aurait utilisé quand elle était secrétaire d'État, exactement. C'est ça? Hormis quelque chose comme ça, à ce stade-ci, c'est pratiquement juste bien pensable de voir une façon que Sanders la rattrape et l'abat pour l'investiture démocrate. Bien. Attardons-nous maintenant au camp républicain. Trump monté irrésistible, mais n'a pas encore... il y a encore des scénarios possibles qui n'emportent pas la majorité à la Convention. Et là, on sent que Ted Cruz devient le candidat alternatif, si on veut, l'autre option. Peut-il être arrêté, Trump? C'est pas entièrement impossible, ça devient de moins en moins probable. Je pense que malgré les apparences de victoire éclatante par-dessus victoire éclatante, Donald Trump, jusqu'à maintenant, a recueilli environ 35 des votes des votants républicains. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est suffisant, étant donné le morcellement de son opposition, pour obtenir des victoires qui donnent à sa campagne l'élan, le momentum et la crédibilité dont elle avait besoin. Maintenant, ce dont ses adversaires, pour battre Trump, il faudrait qu'un adversaire se démarque. Et le problème, c'est que chacun des 4 adversaires pense mordicus, croit absolument être celui-là et continue à tenir le fort. Je dis 4, peut-être que non, c'est 3 maintenant. Donc, mais c'est suffisant pour diviser le vote et faire en sorte que Trump continue d'obtenir des pluralités qui vont le faire gagner petit à petit. Maintenant, il y a toutes sortes de scénarios qui peuvent se passer d'ici à la Convention on aura peut-être l'occasion d'en reparler juste avant la Convention parce que ça peut devenir drôlement compliqué. Pour le moment, contentons-nous d'analyser le vote. Il n'y a pas de mouvement clair vers un autre candidat, même s'il y a toujours une résistance importante dans le parti à la candidature de Trump, notamment à cause de sa personnalité, aussi à cause de son idéologie, qui n'est pas aussi fiable que, que plusieurs croiraient. Mais l'alternative Cruz, qui en ce moment est le numéro 2, pour le parti lui-même, n'est pas nécessairement aussi souhaitable. Non, parce qu'il n'est pas apprécié du tout dans le Parti républicain. Exactement. Et les deux autres sont pas très... Cassé de chez Rubio. Bon.
Ils n'ont pas des campagnes très portantes. Donc. Ils sont clairement 3e et 4e dans les délégués. Raphaël, Cruz peut-il être le verrou ou c'est d'autres scénarios qui pourraient bloquer Trump? Il y en a plusieurs qui sont envisageables, qui sont possibles. Cruz, très clairement, dans certains États en particulier, a vraiment été capable de se démarquer. La grosse question, je crois vraiment, c'est qu'est-ce qui va se passer le 15 mars, les fameuses primaires du 15 mars, particulièrement en Ohio et en Floride. Pourquoi ces deux États-là? Eh bien, évidemment, parce que John Kasich, le gouverneur de l'Ohio, va défendre son propre terrain. Même chose pour Marco Rubio, qui est sénateur de la Floride. Pardon. Si l'un ou l'autre devait perdre son État, vous pouvez miser tout ce que vous avez qu'ils vont quitter la course. Par contre, et ça, c'est important de le comprendre, mathématiquement, si Trump perd l'Ohio ou la Floride, il n'y a pas besoin de perdre les deux, que ce soit un des deux, ça va devenir mathématiquement assez difficile pour lui d'aller chercher une majorité de délégués. Donc, il y a besoin de 1237 délégués pour la Convention pour avoir une majorité nette à l'entrée. 50 50 plus 1, en fait. Ça va devenir très, 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 très difficile. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous avez un scénario, par exemple, c'est pas le seul, mais je donne ce scénario-là. Par exemple, Kasich gagne l'Ohio, Rubio perd la Floride. Ce qui va se passer, clairement, c'est que Rubio va quitter la course. Donc, non seulement est-ce que Trump va avoir perdu tous les délégués de l'Ohio, même s'il va avoir gagné ceux de la Floride, mais là, il va se retrouver dans une dynamique où il va seulement avoir Kasich d'un côté et Cruz de l'autre. Donc, le morcellement qu'on observe depuis le début va être moins important. Et vous allez également avoir une dynamique dans laquelle Trump va être plus vulnérable d'un côté, avec Cruz qui fait appel à un électorat, je vous dirais, assez différent de ce que Kasich a comme attrait. Donc, vous allez avoir Trump qui va être menacé un petit peu sur ces deux flancs. Et avoir des 30, des 35 ça ne sera pas nécessairement toujours, une fois que ça arrive, suffisant pour lui pour gagner des États. Et gardons encore en tête que Trump est un candidat assez inhabituel, en fait extrêmement inhabituel. Donc, pour lui, pour l'emporter, il risque de vraiment avoir besoin de cette majorité-là. Ça ne sera pas assez d'arriver et d'être prêt. Je crois qu'il a vraiment besoin de cette majorité-là. Et il n'est pas encore là. Et c'est important de comprendre qu'il n'est pas encore rendu là, même si, très clairement, il fait bonne figure présentement. Absolument. Pierre-Martin, ça nous amène à l'éventualité d'une brokered convention, d'une convention négociée ou de compromis. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce qui pourrait se passer dans cette convention-là? Parce que ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude, là. Alors, comme Raphaël vient de mentionner, les primaires et les caucus ont pour objet d'élire des délégués à l'intérieur de chaque État. Au Parti républicain, donc, il s'en prend 1237 pour gagner la majorité des délégués, donc pour être capable de gagner haut la main la Convention. Si, admettons, Donald Trump n'a pas la majorité des délégués, il est théoriquement possible pour les autres candidats et les organisateurs du parti, l'organisation, les élites du parti, de se coaliser pour que tous les autres délégués qui ne sont pas commis à Donald Trump se rabattent sur un autre candidat, que ce soit Kasich, que ce soit Rubio. Certains disent que ça pourrait même être un candidat qui n'était pas candidat. Bien voilà. Ça pourrait être quelqu'un qui n'était pas en lice. On parle de Romney. La rumeur circule que Romney pourrait revenir. Il fait le beau de ce temps-ci, il s'essaye. Mais on peut faire ça. Quelqu'un peut arriver qui n'était pas dans la course dès le départ. Tout à fait. Certains autres, par exemple, parlent de Paul Ryan, l'ancien candidat à la vice-présidence, qui est aujourd'hui président de la Chambre des représentants. Et ça nous ramènerait à la bonne vieille époque des conventions où, finalement, les candidats à la présidence étaient nommés dans ce qu'on appelait communément les salles enfumées, les salles un peu obscures où les grands bons du parti se rencontrent. Et évidemment, si on avait un scénario comme celui-là, qui est en ce moment assez possible, mais encore improbable, étant donné la force de la candidature de Trump et le fait que plusieurs des États qui s'en viennent vont être des États où le gagnant va remporter tous les délégués. Donc, il y aura beaucoup plus de possibilités d'engranger des délégués. Mais si ça se passe, à ce moment-là, M. Trump, lui, avait promis se présenter sous la bannière républicaine, sauf si on était injuste à son endroit. Mais évidemment, je pense qu'il ne faut pas aller très loin pour juger qu'il va trouver ça injuste. Et il pourrait y avoir une poussée vers une candidature indépendante de sa part si
il était rejeté par la Convention, comme c'est arrivé en 1912 avec un politicien d'une toute autre envergure, mais on y reviendra. Oui. L'idée ici, c'est que c'est un scénario qui est envisageable, mais trop tôt vraiment pour l'envisager sérieusement. Le considérer sérieusement. Comme je disais tout à l'heure, on aura quelques autres rencontres où on pourra en reparler. Absolument. Raphaël, Jacob, vous êtes trop humble pour le dire, mais je sais que vous aviez prédit il y a plusieurs mois l'ascension de Donald Trump. En quelques mots, à quoi ça tient? En quelques mots seulement. En quelques mots. C'est une tâche ingrate que vous me refilez. Je pense que d'abord et avant tout, je vais y aller peut-être à 30 secondes. Est-ce que c'est correct, 30 secondes? Allez-y, disons en 30 secondes. allez-y. Je pense qu'il faut réaliser que c'est quelque chose qui fermentait depuis longtemps. C'est pas un phénomène qui est arrivé du jour au lendemain. Cette grogne-là, cette colère populaire-là, elle fermentait depuis longtemps, plusieurs années. Dans certains cas, je vous dirais plusieurs décennies. Quand on parle d'un enjeu comme le libre-échange, ça fait plusieurs malheureux aux États-Unis et ça date pas là, de 2 ou 3 ans. Ça fait longtemps. Et il y avait à peu près personne, que ce soit du côté démocrate ou républicain, qui vraiment tapait sur ce clou-là. C'est un exemple, mais c'est pas le seul. Donc, il y a ça. Il y a évidemment l'avantage absolument extraordinaire dont a joui Trump par rapport à la couverture médiatique. On sait que même s'il était un seul candidat sur 17, il est allé chercher une majorité. Dans plusieurs cas, une écrasante majorité de la couverture médiatique depuis le début de la course. Donc, ça a aidé. Et disons-le très franchement, il y a un style assez particulier, assez unique, qui va chercher l'attention des gens. Donc, c'est pas une réponse satisfaisante en soi, mais c'est un début de réponse. C'est un phénomène, je pense, qu'il fallait voir venir depuis longtemps et clairement qui aboutit cette année. Là. Bien, félicitations pour vos talents d'oracle, de devin. Raphaël Jacob, Pierre Martin, effectivement, je pense qu'on va avoir l'occasion de s'en reparler assurément. Merci beaucoup. Merci.